Les événements météorologiques extrêmes, plus fréquents et intenses, mettent à rude épreuve nos infrastructures et nos communautés. Les coûts financiers et humains associés à notre inaction sont considérables et pèsent sur l'ensemble de la société. Alors, comment passer à l'action climatique eu égard à la complexité des défis qui nous attendent? On en parle tout de suite avec Annie Levasseur, professeure titulaire à l'École de technologie supérieure de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la mesure de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques. Elle échangera tout de suite avec notre modératrice de choc, Géraldine Fausner, journaliste au Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux pour la conférence, sans doute l'une des plus déprimantes du jour. Désolée pour ça. La trajectoire actuelle, si j'en crois les données du GIEC, nous place sur un réchauffement d'à peu près 3 degrés d'ici la fin du siècle. C'est très loin des accords de Paris. Est-ce que... Alors, il y a un défaut sans doute de volonté politique, mais est-ce que, justement, la complexité du sujet devient paralysante? En un sens, oui, selon moi, mais on peut faire autrement. Depuis le tout début, la science, les solutions à nos problèmes, on les a appréhendées sous une lentille très disciplinaire, et même très, très spécialisée. Et là, je pense qu'un peu la façon d'y remédier, qui est absolument essentiel, c'est de vraiment prendre un pas de recul et de regarder les problématiques avec l'ensemble des disciplines, parce que ce sont des enjeux qui ne sont pas seulement techniques. Oui, il y a certaines solutions, évidemment, techniques qu'on va devoir mettre en place. On pense par exemple au développement des technologies d'énergie renouvelable pour se sortir des combustibles fossiles. Mais en fait, il faut vraiment revoir le modèle économique. On peut penser, par exemple, à l'internalisation des coûts par la tarification du carbone. Il faut énormément aussi que les politiques publiques soient en place pour permettre les changements et que les citoyens suivent. Donc, il y a des enjeux aussi de changement de mode de vie, d'appuyer, de soutenir les politiques. Donc, si on n'est qu'un ingénieur dans un coin à résoudre une solution technique, c'est un petit élément de réponse, mais c'est vraiment pas suffisant. Il faut vraiment mettre tout ce monde-là ensemble. C'est difficile, parce que vous le disiez, on a longtemps abordé la question en silo. Avoir une vision parachute, alors c'est super sur le papier, mais la complexité de chaque sujet fait qu'il y a plus beaucoup de très grands généralistes comme ça qui arrivent à avoir une vision globale et systémique. Est-ce que vous avez des modèles où on y arrive ? Vous connaissez des exemples? C'est sûr que de plus en plus, la recherche collaborative et interdisciplinaire est favorisée. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Donc, je collabore avec beaucoup de chercheurs de différentes disciplines. Je pense aussi que les regroupements d'experts, par exemple, moi, je suis sur le comité consultatif sur les changements climatiques au Québec. C'est un peu l'équivalent au Conseil pour le climat ici. Mais on est vraiment des gens avec chacun notre expertise de domaines variés. Et là, on va réfléchir ensemble à faire une revue des connaissances scientifiques, mais comment est-ce qu'on peut faire des recommandations pour les politiques publiques aussi? Mais en ayant les gens, justement, avec différentes visions, ça permet... on tente autant que possible de ne pas avoir d'angle mort dans nos recommandations. Alors vos recherches, votre travail est vraiment un élément clé des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Vous travaillez sur la mesure de l'impact des activités humaines sur le climat, donc en gros sur les cycles de vie, les fameux cycles de vie. Quels sont les aspects les plus complexes ou les plus mal compris dans le public dans cette évaluation? Effectivement, à la base, l'idée de cycle de vie, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas nécessairement le réflexe. On pense, et c'est tout à fait normal, très rapidement à ce qui se trouve autour de nous. Donc, je consomme un bien. S'il consomme de l'énergie, je vais avoir conscience qu'il y a des émissions là. Puis ensuite, j'en dispose. Donc, l'enfouissement ou l'incinération, ça, on a bien conscience. Les chaînes en amont, comment la matière première est extraite, comment c'est transformé, à moins qu'on soit nous-mêmes dans ce milieu-là, les gens ont un peu moins conscience. Donc, déjà là, même dans le monde de la recherche, c'est assez récent, j'ai envie de dire, comme préoccupation. Oui, absolument. Dans la méthodologie qu'on utilise, l'analyse du cycle de vie, son
historique a débuté pas mal dans les années 90, les premières normes ISO en 96, surtout en Europe, même en Amérique du Nord, c'est plus arrivé au début des années 2000. C'est très récent même d'avoir cette vision-là. Est-ce qu'il y a des résultats récents de vos recherches qui vous ont surprise, par exemple, ou qui remettent en question certaines idées reçues sur les émissions? Vous avez fait des découvertes. Ben, un exemple que je peux donner sur lequel je travaille beaucoup, comme au Canada, l'industrie forestière est très importante et on se pose des questions. Donc, non seulement l'industrie est très importante, mais les forêts sont publiques, donc sont gérées par les provinces. Donc, par exemple, au Québec, on a un territoire immense de forêts. Donc, eux, ils vont donner les règles, comment est-ce qu'on peut laisser les compagnies aller exploiter. Ils vont vraiment avoir des règles sur tout. Et comment on peut contribuer à ce que le secteur aide au changement climatique. Donc, là, il faut évidemment avoir des gens de la foresterie qui comprennent bien le carbone qu'il y a en forêt. Ça prend des gens comme moi avec l'analyse du cycle de vie où les produits forestiers, on est capable d'avoir l'impact sur toute la chaîne. Et aussi, ce que ces produits-là vont permettre de substituer, parce que le bénéfice est beaucoup là. Donc, du bois va substituer du béton, de l'acier. On peut faire de la bioénergie aussi avec, par exemple, les résidus forestiers qui vont remplacer des combustibles fossiles. Et le défi, c'est de mettre tout ça ensemble. Et donc, est-ce que c'est préférable de faire de la conservation ou d'exploiter, faire des produits à longue durée de vie? Donc, une grosse avancée, c'était beaucoup au niveau de la bioénergie parce qu'on s'est rendu compte que les forêts prenant du temps à grandir, surtout au Québec, si on utilise le bois pour le brûler, ben à ce moment-là, on accélère l'émission et c'est très long à recapter ce carbone-là. Et donc, il fallait vraiment faire attention aux filières, c'est nicher les endroits où c'est un bénéfice d'utiliser la bioénergie. Il faut vraiment combiner ça avec des produits à longue durée de vie, c'est très important. Là, je vais poser une question, mais vraiment de béotiens. En France et en Europe, par convention, on ne compte pas les émissions de la combustion du bois. Est-ce que c'est la même chose au Canada? C'est la même chose. Et là, justement, nos recherches font en sorte qu'on tente d'abandonner ce modèle-là. Donc, il faudra les compter, vous pensez? Oui, absolument. Donc, c'est très, très important. Et justement, nous, une dernière recherche qu'on a fait, c'est de les compter, puis de les compter aussi à l'intérieur d'un modèle technico-économique du secteur énergétique. Politiquement, c'est une horreur, parce qu'on va s'apercevoir qu'on émet beaucoup plus que ce qui est écrit dans... Oui, effectivement. Puis les pays commencent à l'intégrer dans les inventaires. La France le fait déjà. Au Québec, cette année, ils veulent intégrer. Et là, la difficulté, c'est qu'on veut vraiment voir l'effet de l'activité humaine. Donc, il faut avoir une idée de l'impact carbone si on ne touchait pas la forêt versus si on la touche. Bien sûr. Mais ça prend des modèles parce que si on n'y touche pas, ben, la situation n'existe pas. Donc, il faut un peu la modéliser. Alors, il faut la modéliser avec cette difficulté supplémentaire qui est que le réchauffement climatique affecte déjà les forêts. Alors, ça affecte énormément en France, hein. Au Canada aussi, j'imagine. Oui, absolument. Donc, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, mais en 2023, on a eu une saison des feux de forêt catastrophique. En fait, les émissions estimées des feux de forêt sont 2,5 fois plus élevées que toutes les émissions humaines que la province a eues cette année-là. Diable. Donc, c'est énorme. Donc, oui, ça émet mais en plus, ben, on retire à la forêt le potentiel d'absorber du carbone pendant un certain temps. Certains critiquent souvent les discours qui font croire à une transition énergétique qui serait rapide et qui serait sans coût. Quelles sont, selon vous, les principales illusions, finalement, qui sont véhiculées sur ce thème dans le débat? Je dirais que la plus grande illusion, c'est le fait que les énergies renouvelables sont disponibles infiniment. Donc, renouvelables... Si on pense, par exemple, à la biomasse, il faut lui laisser le temps de repousser. Donc, si on la consomme à une plus grande vitesse, ça ne fonctionne pas. Si on pense même aux autres technologies, nous, on a beaucoup d'hydroélectricité, mais les rivières, à chaque fois qu'on en harnache une, il y a énormément d'impact associé à ça. Et maintenant, beaucoup de résistance aussi sociale. L'acceptabilité sociale est de moins en moins là. Puis, évidemment, le nombre de rivières est limité. Si on pense aux énergies comme l'éolien, le solaire, ça implique des matériaux critiques et stratégiques. Ça implique l'utilisation de batteries à cause de l'intermittence. Et l'électrification, en général, nécessite l'utilisation de batteries. Et ça, c'est des mines pour aller chercher avec toute la pollution et l'énergie qui est nécessaire pour ça. Donc, au final, toutes ces énergies-là, évidemment, il faut faire la transition, mais il faut
oublier l'idée qu'elles sont une ressource complètement inépuisable. Donc, il faut les utiliser avec parcimonie. Il faut absolument réduire nos consommations d'énergie globales pour être en mesure de faire la transition complète aux énergies renouvelables. Mais vous dites, on s'est un petit peu menti à nous-mêmes, un peu illusionné sur la réalité de ces chaînes de valeur et de leurs impacts finalement. Oui, donc de la capacité et des autres impacts. Donc, on sait que on parle beaucoup des changements climatiques, mais les pertes dramatiques de biodiversité et nos conditions de vie, notre survie dépend aussi des équilibres des écosystèmes, les impacts sur l'eau. Donc, on parle beaucoup d'hydrogène, mais l'hydrogène, l'électrolyse de l'eau, il y a des endroits où ça consomme des quantités incroyables d'eau si on fait ça. Donc, il y a d'autres barrières aussi qu'on frappe au niveau environnemental. L'Union européenne parie sur la voiture électrique comme solution principale et quasi unique pour réduire les émissions du secteur des transports, qui est quand même un gros poste. Si on considère l'impact de la fabrication des batteries, l'électricité utilisée pour charger les voitures, est-ce que c'est un choix optimal finalement? Il y a plusieurs niveaux à cette question-là. Donc, si on le prend du point de vue d'une voiture... Alors, on a dit que c'était complexe. Une voiture, oui, c'est ça. Une voiture électrique versus une voiture à essence, justement, avec l'approche de l'analyse du cycle de vie. Donc, on a montré que c'est bénéfique et ça a été fait pour plusieurs juridictions parce qu'évidemment, la composition du mix électrique, le mix électrique est différent. Énormément. C'est certain que dans des juridictions où l'électricité est complètement décarbonée, c'est encore plus bénéfique. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand on construit la voiture, il y a plus d'impact au niveau de la voiture électrique, beaucoup à cause de la batterie. Mais ensuite, quand on l'utilise, là, il y a moins d'impact. C'est sûr que si l'électricité contient, par exemple, beaucoup de charbon, de combustibles fossiles, là, le bénéfice diminue. Mais de façon générale, ça reste meilleur parce que, l'électricité, n'est jamais faite à 100% de charbon et les centrales sont généralement plus efficaces qu'un moteur à combustion dans un véhicule, c'est très peu efficace. Donc, c'est toujours un peu gagnant. Donc, ça, c'est au niveau individuel d'une voiture pour une voiture. Par contre, si on regarde au niveau de l'échelle à laquelle on doit faire cette transformation-là, là, on frappe d'autres murs. Donc, justement, les quantités de minéraux critiques et stratégiques que ça va prendre et l'impact de toutes ces chaînes de production-là. Oui, rappelez-nous combien de kilos de cuivre dans une batterie de voiture? Ah, bonne question. J'ai pas ce chiffre-là. Oui, il y a beaucoup il y a le lithium, il y a le cobalt, donc il y a beaucoup de minéraux là-dedans. Donc, tout ça a évidemment un impact. Et aussi, même la quantité d'électricité qu'on va utiliser. Donc, comme je l'ai dit, la transition repose beaucoup sur l'électrification. Donc, tous les secteurs vont avoir besoin de l'électricité. Et même si elle est renouvelable, elle a des limites. Donc, toute l'énergie qu'on met dans les véhicules électriques, c'est de l'énergie qu'on n'a pas à mettre ailleurs. Donc, c'est pour ça que vraiment, il y a une hiérarchie dans le domaine de la mobilité durable. Donc, la première hiérarchie, c'est de réduire les demandes en transport. Donc, ça peut être un aménagement des villes. Bon, ici en Europe, vous avez des villes qui ont été faites beaucoup plus sur ce modèle-là. En Amérique du Nord, c'est terrible. Ça va être compliqué. Même simplement de mettre des recharges sur des territoires aussi vastes, oui. Est-ce que c'est seulement possible, en fait? Oui, c'est possible, mais ça prend beaucoup d'espace. Puis de refaire un peu l'aménagement urbain pour qu'on puisse faire à pied beaucoup de choses. On le voit dans des quartiers, par exemple, centraux de Montréal ou de grandes villes comme New York. Mais dès qu'on sort de là, c'est juste impossible d'aller faire les courses à pied. Donc, il faut revoir la façon dont on aménage le territoire. Et en deuxième lieu aussi, faire vraiment la place beaucoup au transport collectif, au transport actif, parce que c'est beaucoup plus efficace en termes d'énergie, mégajoules par kilomètre passager, par exemple. On est quand même dans un univers qui est complètement mondialisé, globalisé. Comment sont conçus les modèles? Par exemple, est-ce que les modèles aujourd'hui qui analysent tout ce cycle de vie on a parlé des voitures, là je vais parler par exemple des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'ils prennent en compte le fait qu'ils sont fabriqués en Chine avec un mix très carboné s'ils sont utilisés en Europe ou ailleurs? Ou est-ce que ça est pris en compte dans les modèles? C'est généralement pris en compte, mais évidemment, vous l'aurez compris, quand on fait ce genre de calcul-là, la difficulté, c'est de trouver toutes les données dont on a besoin. Donc, on a des bases de données. Avec les années, ça se bonifie. Donc, on va avoir, par exemple, quelle est l'empreinte carbone de produire des matériaux de base. Puis on va l'avoir pour différentes géographies parce qu'évidemment, produire 1 kilo d'aluminium en Chine, c'est pas la même chose que de le produire en France ou au Québec. Donc,
mais c'est limité ce qu'on a. Donc, ça augmente avec les années. Donc, autant que possible, on va utiliser les données les plus spécifiques possibles au cas qu'on est en train d'étudier. Mais c'est sûr que si on n'a pas les données, bien, soit on tente une adaptation ou bien, on fait avec une donnée d'une autre géographie. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain niveau d'incertitude autour de ça, mais c'est quand même heureusement, avec les années, on bonifie nos bases de données. On a lancé des grandes politiques publiques qui sont souvent assez génériques. Est-ce que maintenant, pour être un peu plus efficace, il faudrait affiner justement les politiques climatiques européennes, par exemple, en prenant en compte la diversité des mix énergétiques de chaque pays? On voit qu'entre la Pologne et la France, par exemple, c'est très différent. C'est sûr qu'une des premières approches, une des premières approches, puis on le voit vraiment dans tous les pays, une des façons les plus faciles, entre guillemets, de réaliser la décarbonation, c'est de retirer les combustibles fossiles des mix électriques. C'est sûr que les juridictions où c'est déjà fait, on part avec un pas d'avance, mais c'est vraiment la chose, comme par exemple aux États-Unis, la majorité de la réduction des émissions de GES qui a eu lieu jusqu'à maintenant, c'est par la fermeture de centrales au charbon. Donc, pour du gaz, donc c'est la moitié du... Oui, la moitié du chemin est fait, effectivement, oui. Mais il reste le gaz, quoi. C'est ça, oui. Puis ça, c'est comme la première étape. Puis après, peu importe où on se trouve, c'est sûr qu'on va aller, comme je disais, en premier, une étape où on tente de refaire les choses autrement pour réduire la demande en énergie. Puis ensuite, la deuxième étape, l'énergie va aller vers l'électrification, peut-être un peu d'hydrogène dans des endroits que c'est impossible à électrifier directement. Donc, il n'y a pas 56 solutions, là, ça va ressembler à ça un peu partout. Mais après, la façon de le faire, évidemment, va différer beaucoup d'un endroit à l'autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un défaut de prise en compte de cette complexité? L'hydrogène, franchement, il y a eu une espèce de mode incroyable. Les politiques se sont jetés dessus. On a versé des milliards. En France, c'était 9 milliards. Pour une promesse dont en fait, on sait depuis le départ que ce serait très compliqué. Le transport est très compliqué. Il y a des questions de coûts, de sécurité. D'efficacité aussi. Là, donc, un mégajoule d'hydrogène va avoir nécessité 5 fois plus d'électricité pour le produire que si on avait directement utilisé l'électricité. C'est pour ça que je dis que la solution, c'est de l'utiliser là où on ne peut pas utiliser directement l'électricité. On le sait, oui. Je pense que c'est le fait on essaie encore beaucoup de trouver la solution technologique. Un miracle, puis ça, c'est dommage. Donc, de penser qu'il y a une solution. C'est sûr que c'est réconfortant de s'imaginer ça. Donc, à la base, de penser qu'il y a une solution et qu'elle est purement technique aussi, c'est sûr que c'est la façon la plus facile. Donc, le transport, juste s'en aller vers l'électrique, ça reste facile à faire accepter. Malgré ça, il y a quand même des changements. Justement, les gens, il faut qu'ils prennent confiance que ils vont pouvoir charger, ils ne vont pas tomber en panne parce que leur pile est morte. Donc, il reste même là beaucoup de réticence. Ce n'est pas si simple de faire passer de la voiture à essence à la voiture électrique, mais ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus simple que même dire, maintenant, pour aller travailler, prends ton vélo, prends ton transport en commun pour aller voir ta famille à 250 km. Ces changements-là sont même beaucoup plus difficiles un peu à mettre en place. Fait que la façon la plus simple, un peu, pour les politiques, c'est de s'en aller vers la partie plus technologique. Elle demande de l'argent, mais moins de changements au niveau des modes de vie. Peut-être c'est une question dans les politiques européennes, mais j'imagine que c'est la même chose en fait à l'échelle de continents ou de grands pays tels que le vôtre. Est-ce qu'on n'a pas tendance à avoir des politiques un peu simplistes et auto-centrées? Par exemple, l'Europe veut réduire les engrais et l'élevage intensif pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Mais une baisse de la production locale risque d'augmenter les importations et finalement, le climat étant un phénomène global, est-ce qu'on ne tape pas à côté, en fait? Oui, ça, c'est vraiment une question importante qui ajoute à la complexité du fait qu'une action politique, si elle est prise uniquement sur un territoire puis qu'on ne tient pas compte du fait que notre économie est extrêmement globalisée, oui, on peut faire des mauvaises décisions. Et ça, c'est un bel exemple. Donc, ce que ça dit, c'est que, oui, c'est bien, il faut mettre en place des politiques, par exemple, où on va réduire, disons, la production
de viande pour réduire l'empreinte. Mais si, en parallèle, on ne fait pas, et c'est aussi le rôle des gouvernements, selon moi, de faire ça, des campagnes où on va expliquer pourquoi on fait ça, où on tente, puis il y a des chercheurs qui travaillent à développer les connaissances sur comment on peut faire ça, mais développer un peu la sensibilisation ou mettre en place des programmes pour que les gens adoptent aussi un changement de régime alimentaire, bien, à ce moment-là, on fait juste déplacer le problème ailleurs. Puis on peut utiliser des modèles économiques pour tenter de modéliser ça, mais là, c'est sûr que c'est complexe. Mais est-ce que l'élevage, c'est à peu près 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est beaucoup moins en Europe, c'est davantage dans d'autres pays. Est-ce que des solutions comme l'amélioration des rendements, par exemple, ou l'alimentation des vaches pourraient être plus efficaces que des recherches que des réductions de cheptel pures et simples? Au final, moi, ce que j'ai vu de recherche, il y en a qui font, là, ils tentent de changer l'alimentation parce que la grande problématique avec le bovin, par exemple, c'est les émissions liées à la digestion. Donc, ils vont émettre du méthane. Ils sont capables de jouer un peu. Ça reste très incrémental, là, en changeant un peu l'alimentation, ils réduisent ces émissions-là, mais elles sont vraiment inhérentes au fait que c'est des vaches. Donc, ça va être difficile à changer la biologie d'une vache. Ouais. Donc, ça, c'est inévitable. Que ça, si on veut les réduire de façon à long terme, il va falloir essayer de réduire nos consommations au niveau bovin. Donc, Alors là, c'est un débat qu'on a en Europe. L'opposition aux OGM, aux nouvelles technologies agricoles, est encore très, très forte sur notre continent. Est-ce qu'on peut réellement réduire l'impact climatique de l'agriculture sans ces innovations? Bien, une façon, au niveau de l'agriculture, il y a quand même des pratiques qui se développent. En fait, c'est un peu retourner aux pratiques d'antan, mais en comprenant ce qu'on fait. Parce que qu'est-ce qui peut augmenter les émissions de carbone au niveau agricole? Bien, évidemment, il y a les fertilisants chimiques à base d'azote qui vont faire du N2O, qui est un gaz à effet de serre. Donc, si on s'en va plus vers la fertilisation naturelle, c'est préférable, mais aussi d'avoir des pratiques qui réduisent les besoins en fertilisation et qui bougent moins les sols. Donc, labourer les sols, on va libérer la matière organique du sol, on la laisse décomposer. Oui, les techniques sans labour, ça sans labour. Donc, ça permet de capter plus de carbone dans les sols et de le laisser là. Des couvertures l'hiver avec des plantes qui vont permettre d'absorber les nutriments et le carbone. Et ensuite, on revient avec une culture alimentaire. Donc, de changer ces pratiques-là. Avant, on avait les jachères, mais c'est ça, c'est de retourner à des pratiques où on n'est pas en monoculture hyper intensive, continuelle avec la bourre des sols. Ça, il y a vraiment beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, puis on voit un effet, effectivement, sur la réduction. Là, c'est pareil en termes d'efficacité, puisqu'il y a toujours ce sentiment d'urgence qu'on a. Voilà, il faut agir vite. Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace, par exemple, de s'orienter sur les réductions d'émissions de méthane d'une poignée de très gros émetteurs que sont par exemple les gaziers, les grandes compagnies pétrolières, plutôt que d'essayer de changer les pratiques de 800 millions d'agriculteurs? C'est beaucoup, 800 millions d'agriculteurs. Oui, c'est beaucoup. Puis c'est des petits joueurs aussi. C'est pas des grosses compagnies. Mais effectivement, puis il y a des pays qui le font. Donc au Canada, on a une réglementation spécifiquement pour le méthane et le secteur gazier pétrolier qui est très, très important. Donc où il y a des objectifs de réduire ces émissions-là qui sont vraiment regardés à part en plus des objectifs globaux. Donc, c'est sûr que c'est important. Puis, on sous-estime en plus ces émissions-là parce qu'il y a beaucoup de fuites au niveau des puits de gaz naturel qui sont répandus un peu partout sur le territoire. Donc, c'est mal quantifié. Et d'ailleurs, j'ai vu dernièrement une recherche où on tentait de développer une technique où on identifiait donc les puits, par exemple avec des satellites, oui. Les puits qui sont vraiment problématiques, qui émettent plus pour aller directement cibler là où on pouvait réduire ces émissions-là. Ouais. Les politiques climatiques actuelles supposent souvent qu'on peut découpler croissance économique et émissions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment réduire l'empreinte carbone d'une société sans réduire son économie? Ça, c'est une excellente question. Il faut... C'est clair que si on ne change rien, si on garde l'économie comme elle est, qui est
entièrement repose sur l'extraction de matières premières, sa transformation, sa consommation, puis au bout de quelques mois, on jette. Donc, si c'est ça, puis que notre indice, c'est de faire augmenter ça sans cesse, la mathématique est assez simple, ça ne fonctionne pas. Donc, on va rentrer dans un mur, c'est clair. Donc, il y a deux choses à faire. Il y a évidemment la circularisation de l'économie. Peut-être vous avez entendu parler du concept d'économie circulaire. Et ça, c'est pas juste de recycler en fin de vie. Là. Il y en a beaucoup qui ont le réflexe de penser que c'est ça. Ça, c'est le dernier élément. Mais en fait, c'est, dès le départ, de réfléchir à ce qu'on développe pour augmenter le plus possible l'efficacité de l'utilisation des matières et de l'énergie. Vous avez un exemple? Parce que c'est vrai que ça reste un peu slogan, la circularité. D'abord, il faut faire de l'éco-conception. Donc, quand on conçoit, que ce soit un produit, un projet, peu importe, c'est déjà faire une analyse des impacts et dire qu'est-ce que je peux changer pour faire en sorte qu'il y ait moins d'impact. Parce qu'en fait, 80% des impacts environnementaux d'un produit sont décidés au moment de la conception. Une fois que le produit est sur le marché, il est un peu tard. Donc, et là, on peut mettre en place beaucoup de stratégies. Puis en plus, les stratégies de circularité vont se décider beaucoup au moment de la conception. On peut revoir des modèles. Là-dedans aussi, il y a des stratégies qui revoient les modèles d'utilisation, de consommation. Donc, par exemple, l'utilisation partagée. Donc, on peut penser aux voitures ou aux vélos en mode utilisation partagée. C'est beaucoup plus efficace parce qu'on va avoir un produit qui va être utilisé par plusieurs personnes plutôt que chacun ait le sien. Donc, c'est le genre de modèle à mettre en place. Et ensuite, évidemment, tout ce qui est réemploi, reconditionnement, recyclage en fin de vie. Donc ça, c'est déjà une façon où on va beaucoup réduire la pression sur les impacts environnementaux. Puis, il faut aussi, effectivement, joindre ça à de la sobriété. Et puis ensuite, c'est comment est-ce qu'on se rend là. Donc là, je vais laisser les économistes de la décroissance vous donner des suggestions de modèles, comment est-ce qu'on peut faire ce découplage-là. Alors, il n'y a pas tellement l'idée de sobriété, oui, gagne du terrain. En fait, des études sur la décroissance, il y en a quand même très, très peu. C'est pas un champ de recherche c'est pas quelque chose qui est très encore investi. Très et est-ce qu'elle est socialement et politiquement viable, simplement? Une chose qui est souvent dit par les économistes de la décroissance et à laquelle j'adhère, c'est de dire que réfléchir à ce changement de modèle-là, il faut que ça soit fait par tout le monde de façon démocratique. Donc, on ne pourra pas imposer... Puis un bel exemple de ça, c'est que souvent, quand on montre justement le couplage entre impact environnemental et activité économique, c'est presque une courbe. Là. On voit l'augmentation du PIB, par exemple, qui est liée aux impacts environnementaux. Puis il y a un seul endroit au monde où on ne le voit pas, et c'est Cuba. Mais Cuba, les gens ne sont pas nécessairement plus heureux parce qu'ils ne sont pas libres. Donc, c'est cette idée où il faut réfléchir ensemble à un nouveau modèle, des nouvelles façons de revoir nos besoins, notre consommation et peut-être nos indicateurs aussi. Donc, c'est quoi notre définition d'une économie qui fonctionne plutôt que l'indicateur usuel du PIB? C'est quelque chose qu'il va falloir revoir ensemble. Mais Je vais prendre un exemple, mais quand on remplace une chaudière à gaz par une pompe à chaleur, les émissions s'effondrent, mais l'économie croît. On vend autant de pompes. Donc, est-ce que la décroissance, c'est une obligation? Ça, c'est un bon exemple quand il est individuel, mais si on est en mode croissance, c'est que cette quantité d'électricité-là qu'on consomme est quand même pas illimitée non plus. C'est qu'en fait, quand on continue à croître sans essayer de découpler, on va juste foncer dans le mur un peu moins vite. Mais on va finir par foncer dans le mur parce que mais là, c'est mathématique. Une pompe à chaleur versus une chaudière à gaz, on découple, je veux dire... Mais l'électricité, elle n'est pas illimitée, l'électricité qu'elle consomme. Donc, elle n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Mais à un moment donné, quand on va avoir harnaché toutes les rivières et couvert le territoire de panneaux solaires, on n'y arrivera plus. Là. Les grandes transitions énergétiques ont toujours pris plusieurs décennies, en réalité, dans l'histoire. La rapidité avec laquelle on doit opérer là, cette transition, est-ce qu'elle est réaliste en réalité? Ça, on me pose souvent la question, effectivement, surtout que vous avez peut-être vu, mais on est déjà en 2024 à 1,6 degrés. Donc effectivement, il va falloir s'adapter aussi, là, parce que c'est clair qu'on ne le fait pas assez vite puis qu'on ne le réalisera pas assez vite pour ne pas déjà ressentir les impacts au changement climatique. Donc, il faut en même temps, et je pense qu'il faut vraiment le garder en tête parce que
on modifie beaucoup de choses, beaucoup de façons de faire et beaucoup de technologies, mais il faut s'assurer en même temps, tant qu'à changer les choses, de s'adapter aux changements climatiques qui viennent. Donc, c'est clair qu'on va avoir des effets. Puis après ça, ben, il va falloir essayer de gérer un petit peu tout ça, là. Donc, effectivement, on a fait les choses quand même rapidement. Hein. Quand on regarde le développement de l'ère industrielle, ça s'est beaucoup fait sur 100-150 ans. Mais là, ça fait, bon, je sais pas, 30-40 ans qu'on parle de changement climatique. Mais on pourrait aller vite. Si l'objectif est réellement de réduire les émissions rapidement, est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser justement des solutions immédiates comme le remplacement du charbon par le gaz, paf, partout, ou par le nucléaire? Bien, le problème avec le remplacement du charbon par le gaz, c'est ce qu'on appelle les carbon lock-in. C'est qu'on crée des nouvelles infrastructures qui durent longtemps, qui demandent beaucoup d'investissement pour une solution qui n'est pas la solution. Donc, tant qu'à faire une conversion, je pense qu'il faut aller directement vers les énergies renouvelables. Le nucléaire, c'est toute une question aussi. Donc, c'est très faible en gaz à effet de serre. C'est très efficace parce qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on peut faire avec l'uranium. Mais il y a beaucoup d'enjeux, effectivement, liés à la gestion des matières nucléaires après ou aux accidents potentiels technologiques, malgré que c'est beaucoup plus sécuritaire que beaucoup d'autres technologies qu'on utilise. Donc ça... Mais cette question de la priorisation, elle est difficile aussi. Oui. Même chez les scientifiques, chez les politiques, prioriser, c'est pas un truc qu'on aime faire. Non, c'est vrai. C'est difficile parce que il faut aussi tenir compte justement de l'effet sur les marchés. Vous l'avez dit, est-ce qu'on déplace des impacts ailleurs? Si on met une politique publique en place dans un pays, mais que le voisin ne le fait pas puis qu'on a énormément d'échanges... Je parle de la taxe carbone, mais bon, ça c'est un exemple type. On sait que ça marche, vous l'avez dit. Alors ça, c'est prouvé par tous les économistes. Des taxes sur le carbone. Il faut que tout le monde le fasse en même temps. Ça fonctionne. Et si on n'y arrive toujours pas? Quand même, non, mais il y a beaucoup de juridictions qui ont les taxes carbone. Et faut craquer, il faut y aller plus fort encore sur le prix carbone. Et ça se fait pas tout à fait assez vite. Alors là, on est face à un nouveau défi. Et puis, je le pose la question à la nord-américaine qui est en face de nous. Donald Trump est sorti de l'accord de Paris. Est-ce que la transition peut se faire malgré la volonté contraire du président de l'un des plus gros émetteurs du monde? C'est sûr que c'est décourageant. Là. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais même ils interdisent aux scientifiques maintenant de déposer des demandes de subvention avec le mot gaz à effet de serre ou changement climatique dedans. Mais, bon, mon espoir, c'est que, en fait, c'est 4 ans un mandat. Bon, en théorie. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les États, qui sont lentes à mettre en place, qui sont là. Il peut se battre contre ce qui est fait dans les États, mais c'est long, c'est des processus juridiques. Donc, au dernier mandat de Donald Trump, les émissions ne se sont pas mises à remonter. C'est sûr qu'il a pris des décisions. Biden a dû défaire des décisions quand il est revenu. Mais finalement, ça se fait malgré lui, le développement des renouvelables, etc., même dans les États républicains. Oui, mais c'est sûr que s'il restait là longtemps, bon, là, il pourrait causer beaucoup plus de dommages. Oui, mais disons... Puis là, ce qui est très, très triste aussi, c'est ça, c'est au niveau des chercheurs, au niveau de tous les acteurs engagés, ben là, il va les mettre dans une situation très précaire. J'en termine avec une question très rapide. Hein. Vous devez répondre rapidement. Si vous deviez proposer 3 mesures prioritaires réalistes pour faire baisser les émissions mondiales, rapidement, ce serait quoi? Ben, il y aurait 3 niveaux, je dirais. Un, disons, au niveau des gouvernements, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment, peu importe le gouvernement, une forme de cohérence à l'intérieur des différents ministères. C'est vu trop comme l'affaire de l'environnement, alors qu'en réalité, ça touche tous les secteurs, l'énergie, le transport. Donc, une cohérence, puis s'assurer qu'on ne fait pas de grands projets ou de grandes politiques qui vont avoir un effet néfaste sur le climat. Donc, ça serait déjà beaucoup. Puis je pense que les gouvernements devraient aussi, justement, réaliser qu'ils doivent eux-mêmes sensibiliser, éduquer ou montrer pourquoi on fait ces changements-là pour aller chercher l'adhésion du public. Parce que ça, c'est un gros problème. Puis dans les États démocratiques, les politiques vont souvent se rabattre là-dessus en disant « Ah, ben les gens ne le veulent pas, je ne peux pas le faire. » Mais il y a ce rôle-là aussi d'aller chercher l'adhésion. Je pense qu'on pourrait beaucoup s'aider en faisant ça. Puis une troisième, de mettre en place
vraiment des politiques au niveau qui permettent de réduire les demandes, là, évidemment en même temps qu'on fait la transition vers les renouvelables. Merci. On va passer aux questions. C'était super. Merci beaucoup, Annie Levasseur. Depuis hier, la salle n'a jamais été aussi remplie, donc on voit que ces problématiques vous intéressent. Une courageuse, un courageux pour lever la main pour poser une question. Monsieur ? Oui, je profite, on est chez EDF quand même, et vous savez qu'en France, tout repose sur le nucléaire, c'est le choix. Donc en plus, on nous promet des innovations majeures. Vous savez, le Tomahawk, je crois que ça s'appelle. Le tokamak. Le tokamak, pardon. Et peut-être que vous êtes plus familière avec le premier terme, vu que vous êtes au Canada. Oui, alors, sur ce nucléaire, donc, aujourd'hui, on fait des petites centrales nucléaires. Déjà, ça existe déjà. Et ensuite, le deuxième aspect, donc, c'est la fusion nucléaire. Sachant qu'il y a eu une annonce il n'y a pas tellement longtemps. Juste un peu rapidement pour la question que d'autres personnes puissent en poser aussi. On a réussi à maintenir un plasma pendant 3000 secondes, ce qui n'est pas rien, ce qui veut dire que ça a avancé beaucoup plus vite que prévu, cette recherche. Donc, j'ai l'impression que ce nucléaire, c'est une solution. Et bizarrement aussi, un corollaire, c'est que ça semble avoir été, pour moi, abandonné aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que les centrales françaises ont été construites sur licence Westinghouse. Alors, non, ça n'a pas été abandonné aux États-Unis. Oui, mais ils en parlent peu. Ah bah, si. Alors la question c'était la question c'est qu'est-ce que vous pensez du nucléaire? Oui, du nucléaire. Effectivement, il y a des enjeux. Moi, je pense que parce qu'on voit des États aussi, parce qu'il y a beaucoup des problèmes d'acceptabilité sociale. Même on se retire. Je pense que l'Allemagne le fait, se retirer du nucléaire alors qu'ils avaient déjà des centrales. Honnêtement, je pense pas que c'est la voie à suivre parce qu'elles sont là, les centrales, puis je pense que ça le nuit à la transition énergétique. C'est sûr que si la fusion, puis il y avait une conférence très intéressante hier sur la question, ça, c'est sûr que c'est une technologie qui serait vraiment très intéressante. Et puis, elle n'a pas les problématiques liées à la sécurité au niveau des centrales. Il reste que cette idée de réduire nos consommations va aussi être importante, là, mais c'est sûr que ça serait des voies potentiellement qui peuvent aider. Là. Monsieur, au fond, levez-vous qu'on vous voit bien. Alors, j'ai deux questions. C'est concernant le cuivre et les voitures électriques. Alors, sur une Tesla de mémoire, il faut 250 kg de cuivre. Je crois que Tesla en a vendu 6 millions, donc on va prendre 4. Ça fait 4 millions de tonnes. La production mondiale est de 14 millions de tonnes. Et je ne compte pas les bornes de rechargement qui doivent être interconnectées. Je crois qu'en France, Philippe Biwix avait fait le calcul, il faut 6 millions de kilomètres de câbles de cuivre. Et il y a une question ? Je ne vais pas commenter parce que ça ne le fait pas. Non, effectivement, oui, non, c'est la raison pour laquelle la voiture électrique, prise dans l'ensemble, ça ne peut pas être la solution unique. Donc, ça ne fonctionne pas en termes de matériaux. Il y a certaines des matières qu'on va voir s'épuiser, qui sont essentielles, en plus de tous les impacts liés à l'extraction de ces matières-là. Donc, c'est pour ça que je disais que la hiérarchie, c'est vraiment de passer à comment réduire les demandes en transport, aller vers ce qui est le plus efficace, le collectif, l'actif, puis ce qui ne peut pas être desservi par ça, bien là, à ce moment-là, l'électrification devient la façon de faire. Mais ça fait en sorte qu'on réduit vraiment la pression sur ces ressources. Et corollaire, le carbone, on fait comment pour s'en passer? Parce que la production et la consommation de carbone n'a jamais cessé d'augmenter, elle continue d'augmenter, et elle va continuer d'augmenter. Le driver principal, c'est essentiellement la production de fer, de métal. Alors on va laisser au niveau du fer, en fait, ils développent des méthodes pour réduire à base d'hydrogène. Donc ça, il y a des alternatives qui commencent à se développer. Au niveau des ciments aussi, là, donc c'est là aussi... les ciments, c'est pas l'utilisation de carbone, là, mais on développe des technologies pour tenter de réduire autrement. Dernière question, monsieur. Oui, bonjour madame. Alors vous dites tous beaucoup, il faut. Moi, je voudrais volontiers poser la question, est-ce qu'on peut? Parce que réduire les consommations, c'est très bien. Mais moi, j'ai la chance d'habiter en centre-ville. Vous avez certainement la chance d'avoir un salaire assuré dans une institution qui vous le paiera pratiquement quoi qu'il arrive. On ne peut pas en dire autant de certains de nos concitoyens qui habitent dans des petites villes de province mal desservies ou qui habitent dans des banlieues lointaines, notamment dans le sud-est de la région parisienne. Alors, comment on fait accepter toutes ces histoires de changement climatique en 2100
à des gens qui pensent à demain, et comment on fait aussi à un niveau plus global pour éviter qu'une décroissance mène à des troubles économiques provoquant des guerres. Parce que c'est un peu surtout ça que je Elle va vous répondre en 38 secondes. Oui, en 38 secondes, parfait. Pour ce qui est de la transition, effectivement, elle doit être faite toujours avec une idée de l'équité sociale derrière. Nous, on le dit constamment dans nos recommandations au gouvernement. Donc, si on met en place des programmes, il faut s'assurer que les personnes les plus vulnérables sont en mesure, avec de la compensation, ou en tout cas, ça, c'est hyper important. Il faut qu'on ait ça partout. Puis pour ce qui est de la décroissance qui pourrait provoquer des guerres, effectivement, il faut que ça soit un effort concerté, mais les changements climatiques, tous les experts disent que ça va provoquer des guerres. Donc, On avait dit qu'on terminait sur une note positive. désolée, oui, c'est ça. Merci, on applaudit Annie Levasseur pour cet exceptionnel échange. On se retrouve dans quelques petits instants pour parler de cryptographie. À tout de suite.